Je suis Malek Semar, fondateur de No Water No Us. Comme son nom l'indique, si l'eau n'existait pas, nous n'existerions pas. Je pense que le déclic qui fait que nous devenons ce que nous sommes, je dirais qu'il y a deux choses. Les difficultés de la vie, donc ce qu'on peut appeler l'école de la vie, et les rencontres. Donc je pense que ce qui m'a amené aujourd'hui à l'eau, c'est mon vécu personnel, et ensuite une rencontre avec mon associé actuel, Jacques Montmeux, en 2017, où effectivement l'eau est devenue quelque chose de viscéral. Et quand on ne fait pas semblant, notamment vis-à-vis de soi-même, j'ai ce sentiment qu'on comprend 10 fois plus vite les choses et que le bon sens prend le dessus. Je suis né dans un petit village en Kabylie, sans eau ni électricité. J'ai grandi jusqu'à 8 ans et demi, sans eau ni électricité. J'ai découvert l'eau au robinet et l'interrupteur d'électricité en arrivant en France à mes 9 ans. Mais la réalité est qu'à partir de 2016-2017, je me suis intéressé à l'eau. D'abord avec une société, donc une casquette d'entrepreneur. Et ensuite, dès 2019, l'objectif était de redonner une partie de nos projets à des installations solidaires, humanitaires. Et puis le fait de beaucoup voyager et de voir l'état de la planète, notamment vis-à-vis de l'eau, c'est cet engagement sociétal, environnemental, en disant nous devons absolument agir et sensibiliser autour de cette matière. Donc 2019, lancement de la marque, au début financé à titre personnel, puis avec 2 de mes associés et mon petit frère. Et en 2022, création officielle avec des actions au niveau monde. La motivation pour le faire, c'est la découverte d'un chiffre. Tout simplement, en me formant à l'eau, 80% des eaux usées sont rejetées sur la planète sans aucun traitement, donc dans la nature. Pour donner un exemple, imaginez que je mette une goutte de poison dans une bouteille d'eau. Finalement, c'est toute la bouteille qui est imbuvable. Projetez-vous avec 80% de poison dans cette même bouteille. Et imaginez que la bouteille, c'est la planète dans laquelle nous vivons. La réalité de l'eau, c'est celle-là. Donc l'objectif de l'association, mais aussi de la société, c'était de dire comment fait-on pour sauver l'humanité. L'axe, c'est forcément l'eau, parce que c'est la matière, l'eau c'est la vie, ce n'est pas juste une citation. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut agir sur ce levier qui est l'eau au profit de la vie. Donc l'objectif de l'association, le mot est grand, mais on parle vraiment d'aller sauver l'humanité. Et c'est aussi des choses qu'on a appris en avançant, c'est que si tu veux aider quelqu'un, il faut qu'il le veuille. Donc finalement, si on veut aider l'humanité, il faut qu'elle l'accepte et qu'elle le veuille. Et la première étape de ça, c'est d'abord d'informer sur l'eau et de sensibiliser. D'où ces 2 verbes dans l'association, sensibiliser à l'importance de l'eau et ensuite agir avec des actions sur le terrain. Ma source d'inspiration, j'ai tendance à dire, ou en tout cas à mon sens, l'inspiration n'est pas les personnes qu'on regarde, mais plutôt les personnes pour qui on fait tout cela, les personnes pour qui on veut laisser une trace et les bonnes valeurs. Mes inspirations s'appellent Jade et Enzo, ce sont mes enfants. J'ai 2 grands projets sur les enjeux liés à l'eau. Le premier est un projet industriel. Notre objectif, notre ambition, c'est de déployer à l'échelle mondiale notre dernière innovation, qui est une station de traitement des eaux usées totalement intégrée dans un container, ce qui permet d'aller traiter les eaux usées au plus près de leur source de production, à savoir l'homme et les activités humaines. Pour aller encore plus loin dans ce projet-là, l'étape suivante est de le rendre totalement gratuit, en nous appuyant sur des modèles digitaux autour de la donnée qui permettraient de générer de l'argent afin de pouvoir financer les équipements et de les offrir directement aux collectivités locales. Le deuxième projet, de l'ordre associatif avec l'ONG No Water No Us, est de continuer à mener des actions de sensibilisation et de solidarité internationale sur le terrain partout dans le monde. Pour en citer une, nous avons 4 jeunes qui ont fait le tour du monde à vélo, 20 pays traversés, 15 mois, des installations humanitaires dans plusieurs pays d'Asie et une 50aine de conférences lors du trajet.
Alors, mon conseil à la jeunesse est très simple, hein. Orson Welles le résume en une phrase. L'hypocrisie consiste à regarder le monde tel qu'il est plutôt que tel qu'il devrait être. En tant qu'adultes, nous sommes corrompus. Rousseau, dans sa définition de l'humanité telle qu'elle devrait être, dit que tous les hommes naissent bons et que c'est la société qui les rend mauvais. Je ne suis pas aussi pessimiste que Rousseau, je suis même plutôt optimiste, mais j'ai tendance à dire que dans les mots, tout le monde est engagé, tout le monde est écolo. Dans les chiffres et dans les faits, c'est de pire en pire chaque jour qui passe. Donc cela veut dire que l'intention est bonne, mais que l'exécution en tout cas ne l'est pas. Donc mon conseil aux jeunes, c'est de ne pas faire preuve d'hypocrisie. Alors, étant né en Kabylie, j'entends depuis petit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je trouvais cette remarque, ou en tout cas cette citation, très agréable et j'en tirais une certaine fierté. L'école de la vie m'a en fait appris que cette citation est en poison. Donc si je l'interprète, ça veut dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que 200 000 ans après, c'est toujours le berceau de l'humanité. Si je devais faire un comparatif avec les êtres humains, on est bébé, on est dans un berceau, on passe ensuite dans un lit à barreaux, on lâche doucement le biberon, ensuite on passe à un lit d'enfant et ensuite à un lit d'adulte où on peut s'épanouir, ou en tout cas on essaie de faire ce qu'on peut. Donc si je reviens à l'Afrique, ça veut dire que 200 000 ans après, on est encore dans le berceau. À mon sens, il est temps que l'Afrique s'émancipe, devienne un peu plus autonome, elle passe à un lit d'adulte, et j'espère qu'elle ne passera pas par l'étape du lit à barreaux. Pour illustrer ma vision de l'Afrique, j'ai écouté une interview du grand homme d'affaires Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérian. Il nous donnait un exemple frappant. Le marché mondial du chocolat pèse environ 100 milliards annuellement. Le Ghana et la Côte d'Ivoire fabriquent 66% du cacao mondial. Donc il a donné cet exemple où deux pays fabriquent 66% de la matière première et touchent entre 2 et 3 milliards par an, soit 2 à 3% du revenu. Et il a donc expliqué qu'il fallait absolument que l'Afrique se développe localement, qu'elle transforme les produits localement pour pouvoir justement créer plus de valeur et toucher une plus grande partie des revenus. Je partage parfaitement cette vision de M. Dangote, tout simplement parce qu'elle va exactement dans le sens du berceau que j'ai décrit tout à l'heure. À mon sens, il manque quand même une petite chose. L'enfant, on lui apprend à être propre. Ensuite, enlever ses couches et ensuite, il s'émancipe. Donc, comment envisager de transformer localement des produits si la qualité de l'eau n'est pas respectée? Qui achètera cette tablette de chocolat si elle ne respecte pas les normes d'hygiène internationale? Pour faire une voiture, il faut de l'eau. Pour faire des vêtements, il faut de l'eau. Pour l'agriculture, il faut de l'eau salubre. Donc, à mon sens, si l'Afrique doit se développer, ça doit passer par l'eau. D'un point de vue économique, le rapport Glass le dit, 1 euro investi dans l'eau et son assainissement, c'est 4 à 7 générés dans l'économie. On ne pourra pas développer le continent africain si on ne gère pas sérieusement la question de l'eau. Et l'Afrique, comme superpuissance sur l'échiquier mondial, restera une utopie. Donc si je devais, moi, résumer ma vision de l'Afrique, je dirais que c'est un gros bébé faible qui a le potentiel de devenir un homme très très fort. Mon mantra, sans surprise, est lié à l'eau. On entend souvent parler de guerre de l'eau. Donc mon mantra est venu lors d'échanges avec des amis en RDC, donc un ami Ephraim et Jean-René, le directeur d'un orphelinat, puisqu'on parlait de guerre de l'eau. Il dit, mais pourquoi on ne parle jamais aussi de paix de l'eau? Parce que finalement, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Et donc mon mantra est simple, c'est « nous pouvons nous battre, l'eau nous réunira ».